Le secret de ce qui est enfoui sous cette ferme n'a jamais été dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la bombe non explosée la plus puissante du monde. Elle peut détruire la ferme et la route et tuer quiconque se trouve à proximité. Personne ne soupçonnait sa présence, surtout pas le fermier, avant que des chercheurs ne trouvent de vieux documents indiquant l'emplacement de ces 25 tonnes d'explosifs au bout d'un tunnel à 21 mètres sous terre. Ce récit étonnant témoigne des tentatives de l'homme en vue de produire l'ultime explosion. Depuis plus de 1000 ans, en temps de guerre, comme en temps de paix, Paré à faire feu, feu! les humains perfectionnent la technologie mortelle et dévastatrice des explosifs. Aucune autre technologie n'a évolué autant et aussi vite. En un demi-siècle, on a produit des explosifs 100 000 fois plus puissants qui ont mené à ceci. C'est l'explosion la plus forte jamais produite par l'homme. Les seules détonations plus puissantes ont résulté de l'impact d'un astéroïde ou d'une météorite. La bombe atomique, qui exploite l'énergie de particules invisibles à l'œil nu et d'une rapidité inimaginable, a changé le cours de l'histoire. Mais les explosifs conventionnels de l'ancienne poudre à canon TNT d'aujourd'hui demeurent très puissants. Comment fonctionnent-ils? Nous allons en faire l'essai pour voir lesquels sont sensibles au choc ou à la chaleur. Et un extraordinaire périple souterrain nous fera découvrir que même des explosifs oubliés sous terre pendant des décennies restent toujours dangereux. La violence est au cœur de l'histoire du village belge de Messine. C'est ici, pendant la Première Guerre mondiale, que la terrible puissance des explosifs a été démontrée pour la première fois. Voici les indices. Ces gigantesques cratères, aujourd'hui remplis d'eau de pluie, vestiges d'un fait de guerre assez extraordinaire. Plus de 450 000 kilos d'explosifs, bien enfouis sous terre, ont explosé, tuant 10 000 soldats qui ne se doutaient de rien. Ce sont les 30 secondes les plus sanglantes de l'histoire des conflits armés. C'était inédit. On n'avait jamais utilisé autant d'explosifs dans un espace aussi restreint. On a élaboré ce plan en désespoir de cause. En 1916, la Première Guerre mondiale s'enlise. Les deux protagonistes, de force égale, piétinent. Les Britanniques convoitent Messine pour une seule raison, la crête qui domine les plaines de la Belgique. Les Britanniques, en bleu, occupent le bas de la crête de Messine. L'ennemi les surplombe de sa position imprenable. Des milliers de jeunes hommes ont été massacrés en tentant de conquérir ce point dominant. Ne peuvent-ils rien faire pour percer la défense des Allemands? À Messine, les Britanniques entrevoient une cuisante défaite. Jusqu'à ce que l'une des plus anciennes ruses de guerre leur offre une issue. Les tranchées étaient souvent très rapprochées. Le contexte s'apparentait beaucoup à un siège. Les anciennes techniques de siège consistant à creuser, puis à attaquer par en dessous afin de détruire les défenses de l'ennemi se sont vite imposées. Soudain, un nouveau genre de combattant apparaît sous le front ouest. Ils ne sont pas armés de fusils, mais de pioches et de pelles. Bien qu'il s'inspire de l'histoire ancienne, ce plan a une telle envergure qu'on a peine à l'imaginer. Les Britanniques creusent en secret
un grand réseau de tunnels jusqu'aux tranchées allemandes. Au bout de chacun de ces tunnels, on aménage une enceinte qu'on va remplir d'énormes quantités d'un nouvel explosif très puissant appelé Ammonal. On y transporte 40 000 sacs de 12 kilos chacun. La réalisation du plan prend une année. Mais pendant tout ce temps, on y a mis 1 million de livres d'explosifs. La plus grande quantité jamais placée au même endroit, juste sous l'armée allemande, prête à exploser. Les commandants britanniques qui ont conçu le plan de Messine ont exigé le nouvel explosif Ammonal. Les premières livraisons n'ont pas tardé. L'Ammonal a des propriétés particulières, idéales pour la guerre des mines. Il possède une grande force de soulèvement. C'est un explosif qui brûle lentement, de sorte qu'il déplace les choses au lieu de les briser par la chaleur. L'Ammonal a été conçu dans ce but, bien que le principe de tous les explosifs chimiques soit exactement le même. Voici de la poudre noire, ou poudre à canon, le plus ancien explosif connu inventé par les Chinois il y a plus d'1 millier d'années. Je l'étends ici sans la confiner d'aucune façon. La poudre est entassée simplement, rien ne la retient. Il faut amorcer la poudre noire. Je vais placer ce détonateur à retard dans la charge, l'allumer et j'aurai le temps de m'éloigner à une distance sécuritaire avant que la charge n'explose. La poudre ne fait que brûler et elle dégage de la fumée et des gaz chauds inoffensifs. C'est ce qu'on appelle une déflagration, par opposition à une détonation. Qu'arriverait-il si ces gaz ne pouvaient s'échapper? On place la même quantité de poudre à canon dans un cylindre de carton. Cette fois, une puissante explosion se produit. Les gaz ne pouvaient s'échapper, la pression s'est accrue. Il en ira de même à Messine, mais à une échelle gigantesque. L'Ammonal est confiné dans des enceintes et ses ingrédients le rendent 3 fois plus puissant que la poudre à canon. L'Ammonal est constitué aux 2 tiers environ de nitrate d'ammonium, l'autre tiers se composant de TNT, d'aluminium et d'une certaine quantité de charbon. Alors, quelle est sa véritable puissance? Nous allons en faire exploser 4,5 kg, environ 9 livres. À Messine, chaque mine pouvait en contenir 40 000 kilos. La charge amorcée, seul l'expert et un appareil photo à télécommande peuvent se trouver aussi près. La distance sécuritaire minimale dans le cas de cette explosion, 300 mètres. On vérifie le circuit de mise à feu, puis... Paré à faire feu? Feu! Projetés à une trentaine de mètres dans les airs, les débris mettent un certain temps à retomber. Alors, quel dommage notre mine miniature a-t-elle causé? Voici le résultat avec seulement 4,5 kg. Durant la Première Guerre mondiale, les charges étaient 10 000 fois plus fortes. Les Britanniques espèrent que cette charge, multipliée par 1000, va anéantir la 4e armée allemande. Les Britanniques voulaient l'explosion la plus puissante que le monde ait connue. Non seulement pour faire sauter les Allemands, mais pour produire un tremblement de terre artificiel, donner un choc psychologique à l'adversaire. Les Britanniques comptent sur la surprise. Mais comment une entreprise aussi vaste peut-elle rester secrète? 50 000 hommes travaillaient au minage et l'effort logistique était énorme. Il fallait du bois, des explosifs, de l'équipement spécial. On cache même l'existence des tunnels aux soldats britanniques au cas où ils seraient capturés et interrogés. La plus grande menace ne vient toutefois pas des interrogateurs allemands, mais de la géologie locale. Sous terre,
Les ouvriers creusent dans ce qu'on appelle de l'argile bleue. Ils font remonter des dizaines de milliers de tonnes à la surface. L'argile bleue se démarquait du sol de surface. Les Allemands effectuaient des vols de reconnaissance tous les jours. Ils auraient pu apercevoir les endroits où l'argile bleue se concentrait. Et alors, ils auraient su que c'est là qu'on creusait. Pour préserver le secret, chaque pelletée d'argile bleue est mise dans des sacs de sable qu'on transporte loin du front à la tombée de la nuit. Ils la mettaient dans des trous d'obus qu'ils recouvraient de terre, où ils s'en servaient pour combler les vieux abris non utilisés, mais ils devaient la dissimuler. Enfin, au moment où les Allemands allaient percer le secret, on termine la construction du réseau de tunnels. Toutes les mines vont exploser simultanément. Puis, les troupes vont mener l'assaut vers le sommet de la crête de Messine. On ne laisse rien au hasard. Comme leurs homologues du XXIe siècle, les généraux britanniques commandent une immense maquette de Messine que les soldats peuvent étudier. Ils envoient 100 000 soldats au front et l'artillerie bombarde massivement les tranchées allemandes jusque dans la nuit précédant l'attaque. L'aube approche, on place les câbles de mise à feu, on branche les détonateurs. Les soldats se préparent à donner l'assaut. Les mines vont sauter à 15h10 exactement. Juste avant l'heure H, le pilonnage cesse. Habitués aux attaques mortelles du front occidental, les Allemands croient savoir ce qui va suivre. Les soldats quittent leurs abris et ils se précipitent vers leurs tranchées pour repousser la charge d'infanterie qui doit suivre. Mais cette fois, la pause est une ruse. Leurs tranchées surplombent les mines. Le silence tombe. Le calme sinistre semble plus terrifiant que la clameur du combat. Alors que les dernières secondes s'égrènent, un son inédit envahit le front ouest. Un concert d'oiseaux au petit matin. Ça a dû être incroyable. Toute la crête est devenue une énorme flamme, comme un gros champignon qui s'ouvre et qui explose. Les autorités militaires n'avaient aucune idée des effets de la détonation d'une si grande quantité d'explosifs. On a enregistré l'équivalent d'un tremblement de terre en Suisse. On a craint un effondrement de terrain. La résistance des Allemands est totalement anéantie. En quelques heures, les attaquants ont défait les principales défenses allemandes. Ce fut une réussite éclatante. Là où se trouvaient les tranchées allemandes, il n'y a que des cratères et 10 000 cadavres. Pour les Britanniques, les nouveaux maîtres de la crête de Messine, le temps est venu de célébrer. Mais en ce jour de triomphe, une considération leur échappe. Les mines qu'ils ont posées ont-elles toutes explosé? La réponse va venir quelques décennies plus tard. Par un sombre soir d'été de 1955, un orage s'abat sur Messine. Cela ravive le souvenir des jours où les canons grondaient dans tout le village. Il réveille aussi quelque chose de plus sinistre.
Quelle peut être la cause d'une telle explosion? Le champ de maïs n'est plus qu'un énorme trou de 18 mètres de profondeur et de 60 mètres de diamètre. Nous sommes à l'endroit exact où, le 17 juillet 1955, l'une des 4 mines oubliées a explosé à Messine. Elle a créé un immense cratère, d'ici jusqu'à ces maisons là-bas. Dans tout le village, le choc a dû être terrible. On a comblé le cratère depuis, mais il est clair que l'explosion aurait pu anéantir ces maisons. La foudre a frappé l'un de ces poteaux et l'électricité s'est propagée sous terre jusqu'aux explosifs enfouis. Étonnamment, personne n'a été blessé. Au village, on y a vu un phénomène très exceptionnel. Mais les experts ont découvert les plans de bataille depuis longtemps oubliés. Et cela augure mal. Il y en a 3 autres. Une derrière nous, dans le champ, une dans cette direction et une ici, devant nous. C'était un immense cratère en 1955. Si les 3 autres devaient exploser simultanément, ce serait catastrophique. L'attaque britannique de Messine annonce une nouvelle forme de guerre, les tueries massives. Et cela suppose de nouveaux explosifs, encore plus puissants. Comme l'ammonal, le TNT fait son apparition pendant cette guerre. Inventé par les Allemands, il devient vite l'explosif standard des obus de toutes les armées. Les généraux exigent de grandes quantités de TNT. Il est plus puissant et plus sûr que les anciens explosifs connus. Or, à peine 6 mois après la bataille de Messine, la forte demande pour le TNT mène à l'explosion accidentelle la plus dévastatrice de tous les temps. Dans cette région du monde, la mer est primordiale. Halifax, en Nouvelle-Écosse, un port en eau profonde sur la côte est du Canada, vit grâce aux navires. Mais un de ces navires a bien failli anéantir complètement Halifax, ce qui prouve que, là où il y a des explosifs, il y a toujours du danger. L'explosion d'Halifax est la plus puissante avant la bombe atomique. Aucune explosion antérieure à 1945 ne lui est comparable. Pendant la Première Guerre mondiale, Halifax joue un rôle vital dans l'expédition d'explosifs et d'autres produits d'Amérique du Nord au front occidental. Une grande partie des explosifs utilisés à Messine a transité par ici. Les abords du port d'Halifax ont toujours été bondés de marchandises. Le 6 décembre 1917, le bateau à vapeur français Mont-Blanc prend une énorme cargaison de TNT brut et d'autres explosifs. Le capitaine prévoit une autre traversée de l'Atlantique, sans histoire. Mais un autre navire à vapeur, le Imo, approche rapidement sur une trajectoire de collision. Le Mont-Blanc revenait de la haute mer vers le port. Le Imo, ancré dans le bassin de Bedford, allait prendre la mer. Une collision serait déjà dramatique en soi. Mais le Mont-Blanc, à droite, est une gigantesque bombe flottante. Le Mont-Blanc était chargé de 2,9 kilotonnes, soit 2900 tonnes d'explosifs de tout genre, de l'acide picrique servant à fabriquer des munitions, du film-coton et ce nouvel explosif, 200 tonnes de TNT. Même s'il est chargé d'explosifs de la proue à la poupe, le Mont-Blanc survit à l'impact. Mais comment? Le cocktail d'explosifs à bord du Mont-Blanc peut sembler assez inquiétant pour le profane, mais ces explosifs doivent être insensibles, sinon on ne peut pas les transporter. Et si on ne peut pas les transporter, on ne peut pas les utiliser. Qu'arrive-t-il lorsque du TNT très explosif, identique à celui du Mont-Blanc, subit un choc violent? Cette expérience va nous le montrer. Voici un demi-kilo de TNT, assez pour détruire une maison. Le Mont-Blanc avait été conçu pour le transport d'explosifs. La cale était recouverte de bois afin de prévenir les étincelles. Nous allons également éviter tout contact direct avec le poids métallique.
C'est un poids de plus de 180 kg. Une petite charge explosive le fera tomber en coupant la corde. Largué d'une hauteur de 10 mètres, le poids va heurter le TNT avec une force d'écrasement de 6000 tonnes. Un petit appareil photo télécommandé va enregistrer l'impact, s'il tient le coup. Feu! Le poids tombe avec fracas, mais le TNT est seulement pulvérisé. Il a réagi exactement comme on l'a prévu. Les explosifs primaires sont très faciles à amorcer, contrairement aux explosifs secondaires. Le TNT est un explosif secondaire. On peut y faire tomber un poids considérable et il n'explosera pas. On préfère les explosifs secondaires car on ne veut pas d'un explosif qui saute accidentellement au mauvais moment. Comme ce fut le cas à Halifax ce matin-là, le Mont Blanc a résisté à l'impact, mais cela déclenche une série d'événements tragiques. Le Mont Blanc, hélas, n'a pas explosé. Il a dérivé. Au-dessus du TNT, il y a 30 tonnes de benzène, un produit semblable à de l'essence. Des étincelles ont jailli du métal de la coque ébréchée du Mont Blanc. Le benzène s'est embrasé et la chaleur est descendue jusqu'à la cargaison. L'équipage du Mont Blanc sait ce qui va se passer. La seule inconnue, quand au juste. On abandonne le navire en flammes, le laissant dériver dans le port en direction d'Halifax. Ce délai de 15 minutes a été particulièrement tragique pour la population d'Halifax. Imaginez ce navire qui brûlait dans le port et toute la population d'Halifax qui observait la scène. Le vaisseau en flammes dérivait exactement vers l'endroit où il ferait le plus de dégâts. Mais avec ce brasier à bord, pourquoi le navire n'a-t-il pas explosé? Une autre expérience va nous expliquer pourquoi. Nous allons allumer un violent incendie alimenté au kérosène. On ajoute un demi-kilo de TNT brut, identique aux 200 tonnes à bord du Mont Blanc. Cette fois, on va faire cuire le TNT. Par mesure de sécurité, un détonateur télécommandé allume l'incendie. Allumage! La chaleur du feu fera-t-elle sauter l'explosif? Trois minutes plus tard, c'est un brasier. Mais le TNT, l'un des plus puissants explosifs modernes, brûle, sans plus. Le TNT, comme les autres explosifs secondaires, a besoin d'une onde de choc très puissante pour exploser. Le détonateur doit le secouer vigoureusement. Quand on y met feu, il n'y a pas d'onde de choc et il n'explose pas. Les milliers de tonnes d'explosifs bruts à bord du Mont Blanc auraient pu brûler comme ceci, sans faire de dégâts. Il n'y aurait pas eu de désastre, mais voici l'élément manquant et fatal de l'énigme. Le Mont Blanc brûle depuis 15 minutes. Il se trouve près du port d'Halifax où la foule s'est massée et il transporte plusieurs obus d'artillerie. Les détonateurs des obus sont exactement ce qu'il faut pour provoquer l'explosion du TNT brut. On imagine bien la fébrilité des spectateurs qui n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Il faut avoir vécu quelque chose comme le Blitz pour imaginer une destruction aussi totale. L'onde explosive a balayé la côte et anéanti toutes les maisons, toutes les familles qui s'y trouvaient. L'onde de choc a fracassé les maisons, puis il y a eu un tsunami, un raz-de-marée. Il y a peut-être eu jusqu'à 200 noyés. On n'a pas déterminé la cause de la mort de bon nombre de victimes.
Il y avait trop de cadavres pour faire des autopsies. Le nombre de morts, environ 2000, reste une estimation. On n'a pas pu les identifier tous. Certains cadavres n'étaient qu'un tas d'ossements calcinés. On ne pouvait même pas dire s'il y avait un corps ou deux. Certains étaient décapités. On a retrouvé un corps 18 mois plus tard dans les décombres d'un immeuble. L'équipage du Mont Blanc a survécu. Les hommes ont ramé jusqu'au rivage et ils se sont couchés au milieu d'un boisé. De leur navire, il ne reste rien, à part cette partie de l'ancre pesant une demi-tonne, projetée à 3 km au sud, et ce lourd canon qui a atterri à près de 5 km dans l'autre direction. Il témoigne des forces prodigieuses qui ont été déchaînées ce jour-là. L'ampleur de ce désastre n'a pas échappé aux généraux et aux scientifiques. Pendant la guerre suivante, ils vont chercher à détruire des villes entières, pas de manière accidentelle, mais délibérée. Halifax a été le banc d'essai pour certaines hypothèses qui ont mené à la conception de la bombe atomique lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Quand on regarde ces actualités filmées, on voit une troublante similitude entre ce qui s'est passé au Japon et ce que nous avons vécu. À peine une génération plus tard, en 1939, le monde est de nouveau en guerre. Comme dans toute guerre, ce sont les combattants qui appuient sur les gâchettes, lancent les obus et larguent les bombes. Mais, avec le temps, on recrute également une armée de scientifiques. On leur a donné l'ordre de conquérir le nouveau domaine de la physique nucléaire. Les scientifiques allemands entrevoient les applications militaires de l'énergie atomique. Et les Alliés se lancent dans la course à la première bombe atomique. Les victoires et les revers se succèdent, mais le principal champ de bataille se trouve dans les laboratoires ultra secrets. Ce qui fait maintenant partie de la physique élémentaire est alors une formule qui peut faire gagner la guerre. Quand une particule appelée neutron frappe un atome d'uranium, cela libère 2 autres neutrons. Une grande quantité d'énergie est ainsi produite et multipliée. En un laps de temps trop court pour qu'on le mesure, la réaction en chaîne se produit. La validation de cette hypothèse, qui laisse entrevoir une puissance explosive illimitée, a lieu ici, au Nouveau-Mexique. En 1943, dans le plus grand secret, on réunit les plus brillants physiciens du monde dans un endroit appelé Los Alamos. Ils comprennent les principes scientifiques de la bombe atomique, mais savent-ils ce qu'elle va infliger à l'ennemi? Nous envisagions de l'utiliser dans un contexte de combat. Il fallait donc connaître l'effet de cette libération d'énergie sur les cibles. Les scientifiques organisent des expériences avec de grandes quantités d'explosifs conventionnels. Voici ce à quoi ressemblent 100 tonnes de TNT entassées au site d'essai du Nouveau-Mexique. C'est moins de 5% des explosifs qui ont provoqué le désastre d'Halifax. La boule de feu de l'explosion est néanmoins visible à 100 km. Le scientifique en chef de Los Alamos est J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer et ses collègues ont aussi étudié les données colligées dans le dossier intitulé « Désastre ». Oppenheimer et d'autres se sont aussi inspirés des leçons de l'histoire afin de voir à quoi ressemblerait une bombe atomique. La première très grande détonation a évidemment été l'explosion de 1917 à Halifax. Pourquoi a-t-elle été aussi dévastatrice? Les scientifiques ont observé un effet dit de l'avant de l'onde de choc. L'effet de l'avant de l'onde de choc résulte de la fusion de l'onde de choc réfléchie par le sol et de celle qui se propage dans l'air, ce qui amplifie la puissance de l'onde de choc. Le navire étant au-dessus de la surface, l'onde de choc d'une explosion file vers le bas et vers le haut,
elle est réfléchie et amplifiée. Les scientifiques ont compris que cela pouvait accroître l'effet dévastateur de la bombe atomique. Cela a finalement mené à la décision de faire exploser les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki dans l'air plutôt qu'au sol. Elles ont causé plus de dommages et fait plus de victimes que si elles avaient explosé au sol. Les scientifiques, qui s'apprêtent à vérifier leur hypothèse, voient leur prédiction confirmée d'une manière détonnante, comme si le hasard avait prévu une autre expérience aussi dévastatrice que tragique. En Californie, au pied du mont Diablo, le mont du diable, on peut voir une extraordinaire page d'histoire. Près de la base militaire de Port Chicago, il y a ce qu'on appelle la marine de Naphtaline. Des navires de guerre, plusieurs datant de la Deuxième Guerre mondiale, rouillent dans le port. Pendant la guerre, les navires ont été très utilisés. Port Chicago gérait d'énormes quantités d'explosifs apportés par chemin de fer que l'on chargeait à bord des navires ravitailleurs destinés à la guerre du Pacifique. Le 17 juillet 1944, l'un de ces navires ravitailleurs, le E.A. Bryan, accoste. Le chargement des explosifs est un travail exténuant. Les dockers, tous afro-américains, subissent d'énormes pressions. On veut limiter le temps d'escale. Ce soir-là, on chargeait le E.A. Bryan de bombes à dispersion, de grenades sous-marines et de bombes incendiaires. À noter que les bombes incendiaires étaient amorcées, donc prêtes à servir, et qu'elles pouvaient exploser à tout moment. Il y a 4000 tonnes de bombes à bord, 500 autres sur le quai. Les hommes sont pressés de terminer. Et c'est le cataclysme. Une explosion massive. Le panache de fumée a grimpé à plus de 3 km. On a ressenti l'explosion dans la capitale de l'État, à Sacramento, à 110 km au nord. Au Nevada, à 500 km de l'autre côté de l'énorme chaîne de montagnes, on a senti la secousse sismique. En quelques secondes, Port Chicago est complètement rasé. Les immeubles du port sont déchiquetés. Du navire, il ne subsiste que ces 2 morceaux de la quille et des milliers de fragments dispersés à des kilomètres à la ronde. « 320 marins perdent la vie. » On a trouvé des restes humains en divers endroits. On a dû retirer d'une clôture grillagée la peau d'un visage humain, dont les orifices des yeux, du nez et de la bouche étaient bien visibles. La cause de l'explosion n'a jamais été élucidée. Le plus probable, un accident pendant la manutention des munitions amorcées. Or, ce n'est pas tant la cause de l'explosion que ses effets qui intéressent les scientifiques. Port Chicago a intéressé les scientifiques de Los Alamos parce qu'il a donné un aperçu de l'effet de la bombe atomique. On ordonne au directeur des armements de Los Alamos, le capitaine William Parsons, de mesurer l'étendue de la destruction et de soumettre un rapport détaillé. À Port Chicago, on a pu déterminer avec précision l'effet du terrain et d'autres éléments qui interfèrent avec l'onde de choc. Contrairement aux attentes, il y a eu des survivants à proximité de l'explosion. Ils ont été protégés par des structures et ils ont pu survivre. Les données ont confirmé que si le point d'explosion avait été encore plus élevé par rapport au sol, l'onde de choc aurait été plus étendue. Le deuxième élément était la distance à laquelle l'équipage de l'avion devait se trouver pour survivre à l'explosion.
À bord d'un avion qui volait à 2700 mètres ce soir-là, on a vu passer des morceaux de métal de la taille d'une petite maison ou d'un garage. En sortir vivant revêtait une importance bien particulière pour le capitaine Parsons. Il avait été choisi pour être de l'équipage qui allait larguer la première bombe atomique. Ce jour vient le 6 août 1945. Les leçons tirées d'Halifax et de Port-Chicago vont servir. On largue la bombe à une altitude de 9000 mètres afin que l'équipage ait le temps de s'éloigner. On a réglé le détonateur à 600 mètres au-dessus du sol afin de maximiser la puissance destructrice de la bombe. L'explosion elle-même et ses effets consécutifs tuent 140 000 personnes. 3 jours plus tard, une deuxième bombe atomique explose au-dessus de la ville de Nagasaki. Le Japon se rend, finalement. Le monde entier a vu l'incroyable puissance de la bombe atomique américaine. Mais on ne tardera pas à l'éclipser en produisant la plus formidable explosion de tous les temps. L'ordre de grandeur est presque inimaginable. La bombe que les Soviétiques ont larguée était équivalente à 6000 bombes d'Hiroshima, d'un seul coup. C'est sur cette île glacée et désertique, au moment le plus dangereux de la guerre froide, que l'ultime explosion a lieu. Novaya Zemlya, dans la mer de Barents. C'est ici que les Russes démontrent leur puissance nucléaire en faisant exploser des bombes de plus en plus puissantes. Le 30 octobre 1961, il pousse les limites de la puissance explosive plus loin qu'on ne l'a jamais fait et qu'on ne le fera peut-être jamais. La bombe a le nom de code de Tsar. Elle renferme l'équivalent de 58 millions de tonnes de TNT, soit 10 fois la masse totale des explosifs de la Deuxième Guerre mondiale. Le Tsar, la bombe la plus puissante que des humains aient construite, sera leur chef-d'œuvre et un joyau politique également. 6 équipes vont filmer ce moment historique, unique. L'équipage de l'avion est trié sur le volet et prévenu qu'on ne peut garantir leur sécurité. Ils peuvent éviter d'être aveuglés par l'éclair, mais il est fort possible qu'ils soient balayés du ciel. Le moment précis du largage est contrôlé depuis le sol. La bombe est munie d'un parachute afin de freiner sa descente, donnant ainsi plus de temps à l'équipage pour s'éloigner. Ils s'en tirent, mais de justesse. Le panache perce la couche de nuages et continue de monter. Il s'étale finalement lorsque le nuage atteint une altitude de 65 km. L'onde de choc est encore assez forte pour qu'on la mesure lors de son 3e tour du monde. La bombe ayant explosé à 3 km au-dessus du sol, il y a très peu de retombées radioactives. Mais juste au-dessous du point d'explosion, le sol a été carbonisé par la chaleur intense, le roc a été pulvérisé. La bombe était 4 fois plus puissante que celle que les Américains ont testée. Mais pourquoi une telle puissance? Les États-Unis pouvaient produire des missiles capables d'une grande précision. Les Soviétiques n'ont jamais maîtrisé cette technique. En contrepartie, ils pouvaient niveler une très grande superficie et détruire une cible sans l'atteindre directement. Mais pourquoi a-t-on mis fin à cette course à la bombe de plus en plus puissante? Avec l'accroissement de la puissance destructrice, les chefs politiques ont craint de plus en plus de jouer avec le feu. En 1963,
les superpuissances interdisent les essais de bombes dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace. La détonation soviétique sera sans doute la plus importante détonation d'origine humaine de tous les temps. Soldats et scientifiques ont donc plié bagages. L'époque où cette île a servi de centre d'essai fait désormais partie de l'histoire. Mais l'histoire revient souvent nous hanter, et c'est particulièrement évident sur ce champ de bataille de la Grande Guerre, à Messine. Malgré son intensité, l'explosion du 7 juin 1917 est minime par rapport à celle des décennies suivantes. Mais ici, l'histoire ne veut pas lâcher prise, et le danger demeure encore bien réel. Combien reste-t-il de mines qui n'ont pas explosé? C'est l'une des énigmes persistantes de la Grande Guerre. 2, d'après la plupart des livres d'histoire. Mais ces livres devront être révisés. L'analyse des plans de bataille et des journaux de guerre laisse entrevoir qu'il y en a 4, voire plus. Et ce sont des mines qui risquent d'exploser à la suite d'un événement aussi banal qu'un orage. Une grappe de mines se trouve dans un secteur auquel les Britanniques ont donné le nom de code « Cache d'oiseau ». Elles n'ont pas explosé le jour de l'attaque car la ligne de front s'était déplacée après qu'on eut placé les mines. Et lorsque les Allemands ont attaqué ce secteur en 1918, on a perdu les mines ou le remplacement. Perdu et complètement oublié jusqu'à ce qu'un éclair frappe l'une de ces mines en 1955, laissant les 3 autres toujours amorcées et dangereuses. Elles sont en plein champ. Et bien sûr, il y a des gens qui peuvent passer par là. La plus grosse de ces mines est la plus menaçante, 25 tonnes d'explosifs qui se trouve sous cette ferme, une mine surnommée la Petite Douve. Son mécanisme de mise à feu a été endommagé avant le jour de l'attaque et on l'a oublié. La Petite Douve contient une charge importante. Si elle explosait, la ferme disparaîtrait. Je ne sais pas s'ils en sont conscients. Probablement pas. Mais maintenant qu'on sait que les explosifs sont là, pourquoi ne les enlève-t-on pas? Une excursion souterraine va nous montrer à quel point ce serait difficile. Juste de l'autre côté de la frontière, à Vimy, les Britanniques ont enfoui d'autres mines, à moindre échelle toutefois. Les spécialistes des explosifs, connus en tant que groupe Durand, qui ont repéré les mines oubliées de Messine, ont enquêté ici. Les tunnels de glaise de Messine sont maintenant inondés. Ils se sont tous effondrés. Mais ces tunnels creusés dans la craie durcie sont encore accessibles, à peine. Au bout de ce tunnel, à 25 minutes de la surface, il y a 1800 kilos d'explosifs, exactement comme à Messine. Ce qu'on aperçoit, ce sont des sacs d'ammonal, l'explosif qu'on utilisait à l'époque. Ces sacs caoutchoutés et scellés par des agrafes sont relativement imperméables. Leur contenu est encore très utilisable. À Messine, les mines ont été complètement inondées. L'inondation des tunnels contribue en fait à préserver les mines. Il est donc fort probable que la plupart des explosifs qui s'y trouvent soient encore en bon état. L'inondation a engendré un milieu privé d'oxygène et cela a préservé ce qui s'y trouve. Les détonateurs peuvent se détériorer. Or, nous ne savons s'ils deviennent plus sensibles ou moins avec le temps. Si la foudre s'abattait à proximité, l'électricité statique pourrait induire un courant dans le câble et faire sauter la charge. Apprendre que sa maison est juste au-dessus de la plus grande bombe non explosée du monde, c'est assez difficile. L'agriculteur Roger Mayer, dont la famille est établie ici depuis plusieurs générations, n'y peut pas grand-chose.
Je viens de demander au fermier ce qu'il pense des 23 000 kilos d'ammonial qui sont encore enfouis ici. Il a répondu, eh bien, il faut vivre avec ça. En 1955, une autre mine a explosé. On l'a entendu jusqu'ici. On a senti une grande secousse dans le sol et cela se passe à plusieurs kilomètres d'ici. Dans cette région du monde, peut-être s'est-on habitué à vivre dans l'ombre de l'histoire. Les rappels de la guerre, et surtout des tentatives des humains en vue de produire l'ultime explosion, y sont omniprésents. C'est ici que les Allemands morts à Messine ont été inhumés. Les plaques témoignent de la force dévastatrice des mines. Il y a eu 10 000 morts le 7 juin 1917. Les mines enfouies vont-elles rester silencieuses? Cela, personne ne peut le dire.